Bien, donc on va rapidement parler de ce qu'est EOS 2.1 aujourd'hui. Donc c'est la version qui est utilisée par la quasi-totalité de nos clients, hein, à quelques exceptions près. Donc c'est composé d'un noyau, hein, autour duquel viennent se greffer aujourd'hui un certain nombre de modules optionnels, hein, comme on le voit ici sur ce slide, comme certains composants de capture, le TCT, le VCT, la capture AFP, PDF, des modules d'accès comme le Cine Client, le Spool Manager ou les API, un serveur d'impression et puis des fonctionnalités d'encryption et de masquage. Donc tout ça, ce sont des modules optionnels qui viennent se greffer autour d'un noyau. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec EOS 2.1. Avec EOS 360, hein, disponible depuis le 3 octobre dernier, ce qu'on peut dire, et c'est ce qu'on voit très bien sur ce slide, c'est que déjà, cette solution est composée de 5 modules, hein, que vous voyez apparaître au travers des différents carrés de couleurs. Donc, un EOS serveur pour tout ce qui concerne le noyau dont je parlais tout à l'heure, le serveur d'impression, la gestion des archives et des spools. Un module qui est EOS Process pour tout ce qui est outils de capture. Un module qui est EOS Access pour tout ce qui concerne l'accessibilité au report. Un module EOS Protect pour tout ce qui est autour de la sécurisation des données contenues dans EOS, et puis un EOS Cockpit qui va exploiter les records SMF et faire des statistiques d'auditing et d'accounting. Ensuite, ce qu'on peut voir sur ce slide, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des modules qui étaient optionnels en EOS 2.1, dont je vous ai parlé juste avant, sont maintenant d'office inclus dans la solution EOS 360. Et puis, enfin, on a, et non des moindres, on a également des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent dans la majorité des modules, comme par exemple un nouveau client EOS Access, hein, que je vous présenterai tout à l'heure, développé en HTML5. Comme disait Sylvain, hein, ça va vous permettre de pouvoir utiliser tout ça sur des browsers modernes, faire du resizing, pouvoir être utilisé sur des tablettes, téléphones portables, etc. On a également un add-in dans Outlook, hein. Ça c'est pour les gens qui ne se connectent pas souvent à iOS. Ça permet d'avoir une prise en main un petit peu plus simple et c'est intégré à un environnement familier, donc c'est quand même très pratique. On a également des web services en REST qui sont passés à ces applications HTML ou Outlook, mais des web services qui peuvent aussi être passés aux propres applications du client, de l'entreprise, qui auraient besoin de customiser leur propre vue de EOS à travers leur portail. On a également apporté des améliorations au niveau des performances de la REP. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les archives, j'en parlerai juste après. Et puis, également une partie sur l'extension automatique du spool. Sylvain vous en a dit quelques mots. Je reviendrai ensuite sur ces points-là. Et puis enfin, l'exploitation des records SMF. Donc tout ça, ça fait partie des améliorations et des nouveaux modules offerts dans cette solution. Donc comme je disais, EOS 360 est composé d'une suite de modules et chacun d'entre eux a sa propre fonction et sa propre roadmap. À noter quand même que trois features restent en dehors du scope et sont proposées en option dans EOS 360, c'est ce qui apparaît là dans le carré bleu. Ça concerne le Bridge EOS, hein, qui est une fonctionnalité qui permet de pousser les états qui sont produits par EOS Z dans EOS Open. Ça vous permet de déporter la consultation et de déporter également le stockage vers des plateformes moins coûteuses. Également, les convertisseurs compart restent optionnels, et puis les connecteurs au disque Santera également. Donc voilà, en résumé, ce qu'est la nouvelle offre, les nouveaux modules et les évolutions majeures. Donc je vais maintenant revenir en détail sur l'ensemble de ces briques, de ces modules, et voir un peu en détail ce que ça contient. Alors, si on fait un zoom justement sur ces nouveaux modules et ces évolutions, comme ici EOS Server, lui, il propose une nouvelle fonctionnalité qui va permettre d'améliorer les performances sur l'accès aux archives via l'AMI. Donc, RSD a redéveloppé l'AMI, en fait, parce qu'aujourd'hui, sous sa forme actuelle, c'était plus trop adapté à l'exploitation des données que les clients conservent. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis tant d'années, elles sont
de plus en plus importantes, de plus en plus volumineuses, et puis aussi les périodes d'archivage des états sont de plus en plus longues. Donc aujourd'hui, vous savez que EOS, sous sa forme telle qu'elle est aujourd'hui, sous sa forme actuelle, hein, qui existe depuis plus de 30 ans, le nombre des rapports archivés explose chez nos clients, et puis forcément l'AMI perdait en performance. Par exemple, il pouvait y avoir des requêtes de restauration chez certains de nos clients qui pouvaient prendre jusqu'à 10 minutes pour les AMI les plus grosses. Donc c'était plus gérable, c'était plus tolérable. Donc pour résoudre ces problèmes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une technologie VESAM KSDS, donc qui est pas nouvelle, hein, qui est bien connue, mais bon, qui reste quand même très performante et qui permet des choses intéressantes, notamment des extensions automatiques en termes d'allocation d'espace, c'est quand même bien pratique. Et puis, ça nous permet aussi d'utiliser et d'ajouter des nouveaux index de recherche pour améliorer l'accès à l'AMI. Il faut savoir qu'avant, on avait un seul index dans notre AMI qui était la date d'expiration de l'archive. On en a rajouté des nouveaux qui sont la date de création, le nom de la forme et puis le nom du report. Voilà, donc, alors on peut voir sur ce slide, là on a un cas concret chez un de nos clients, un AMI de 1,3 million d'états, on est allé jusqu'à 60 fois plus vite avec le nouvel AMI, selon les critères de recherche. Alors, précision quand même, faut dire que la conversion au nouvel AMI n'est pas une obligation. EOS 360 peut continuer à tourner et fonctionner avec l'ancien format. Et bon, si vous voulez faire la conversion quand même, c'est pas grand chose, hein, c'est juste un unload, un reload de l'ancien format vers le nouveau. C'est pas très compliqué à faire, ça prend, nous on fournit les utilitaires et puis ça prend au maximum 10 minutes. Donc ça c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins et de votre utilisation. Mais bon, sachez que ça existe. Alors, une autre fonctionnalité sur ce slide qui est intéressante aussi dans EOS Server, qui est plus lié cette fois à l'amélioration des perfs, comme on a pu le voir juste avant avec l'AMI, mais c'est plutôt lié à l'assurance d'une continuité de service. Continuité de service, continuité de business. C'est l'Automatic Spool Expand, extension automatique du spool en français. C'est une fonction qui est très intéressante pour les admins également, qui pourront y trouver de grands avantages et un grand intérêt. Enfin, aujourd'hui, le spool, dans sa forme actuelle dans EOS, c'est tout simplement, enfin, c'est un espace qui est alloué, qui est délimité, qui est fixe, et donc qui est par définition non extensible. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a plus de place, quand l'espace n'est plus disponible, on a une erreur de type full spool condition, avec des conséquences que vous pouvez imaginer. Ça peut être désastreux. Parce que justement les états ne sont plus disponibles, ne sont plus consultables. Ça peut être très embêtant aussi pour tous les états qui sont accédés en temps réel par les clients externes, par exemple. On ne peut pas se permettre d'avoir une heure d'arrêt comme ça de l'application. Donc ce qu'on a fait pour résoudre ce cas de figure-là, c'est que, en tout cas le client a dû arrêter EOS pour pouvoir unloader et reloader le spool dans un autre, qui lui était alloué plus grand, et puis ensuite redémarrer toutes les STC. Voilà, donc ça prend une heure, selon la taille de l'environnement. Voilà, donc c'est justement pour ça qu'on a, pour éviter ce problème-là, qu'on a intégré dans EOS 360 un dispositif qui permet d'allouer automatiquement des nouveaux spools. Alors bon, ça se fait pas n'importe comment, il y a l'admin qui pose des critères prédéfinis, et permet à EOS de continuer son travail comme si de rien n'était. Et on peut allouer jusqu'à 64 spools complémentaires qui sont reliés les uns aux autres. Donc on a vraiment ici une volonté de ne pas perturber les services, et fournir aux utilisateurs un accès quasi en temps réel et limited. Voilà, donc c'est ce qu'on voit sur ce slide, 500 utilisateurs, 3 EVT, 3 writers, un spool de 10 gigas, donc le temps d'unload, d'arrêt, de reload, de redémarrage, ça prend une heure. À condition en plus que l'admin soit présent. Si ça se passe la nuit, ça peut encore être plus long. Voilà, donc c'est quand même très intéressant aussi à ce niveau-là. Autre module dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le module EOS Protect. Donc on a intégré des fonctions de masquage et de cryptage.
Alors, concernant le cryptage, ça intervient au niveau du spool EOS, des archives, des tables des matières, du report index, et puis aussi pour ceux qui utilisent les fichiers fast capture ou les fichiers de restauration. En fait, il faut noter que l'état reste encrypté tout le long de son cycle de vie. D'accord ? Il est juste décrypté lors des phases de consultation ou d'impression. Donc là j'ai parlé de l'encrypt. Le masking, c'est un peu différent. Lui permet de masquer certaines informations au moment où l'état s'affiche à l'écran, au moment de l'affichage ou du printing, tout simplement. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir certains endroits dans le report que l'on va décider de masquer et remplacer par des étoiles, par exemple. Donc sur certaines positions, à certaines longueurs, sur certaines colonnes, des numéros de carte bleue, des noms, des numéros de compte ou des choses comme ça. Ça veut dire que certains utilisateurs, en fonction de leur profil RACF, pourront ou pas voir l'intégralité de l'information. On pourra aussi faire appel à des technologies externes pour protéger les documents qui devront être consultés à l'extérieur d'EOS. On a un peu parlé tout à l'heure des tablettes, donc ça concerne effectivement les tablettes, mais tout ce qui part dans un cloud, etc. L'idée, c'est de positionner des dates d'expiration sur l'utilisation des états et de limiter l'accès et la consultation des états dans le temps. Et puis enfin, dernier point, on a essayé de simplifier au maximum la gestion de la sécurité dans EOS, tout ce qui était gestion des autorisations, en externalisant cette gestion dans RACF. Donc aujourd'hui, RACF est présent, mais vis-à-vis d'EOS, ça ne gère que les accès user et password pour la connexion. Et c'est tout. Alors je dis RACF, ça peut être aussi bien un top secret ou autre, hein, c'est le package de sécurité. Donc l'idée ici, c'est de passer sur RACF pour la gestion des autorisations internes à EOS et des user profiles. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, c'est une solution qui n'est pas obligatoire, qui reste optionnelle, que vous pouvez mettre en œuvre si vous le souhaitez. L'idée, c'est de déporter la gestion des autorisations d'EOS au niveau des admins sécurité. Donc pour faire ça, un certain nombre de choses, on pourra définir des ressources supplémentaires dans RACF ou bien ajouter des propriétés aux users existants. Alors, sur ce slide, le module EOS Cockpit. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations détaillées et graphiques sur l'utilisation d'EOS, voir qui a fait quoi, combien de fois les états ont été accédés, par qui, combien ont été imprimés, qui s'est connecté, qui a restauré, combien de fois, en quelle quantité, enfin bref, ce genre d'informations pour avoir une meilleure visibilité sur l'utilisation en général. Et si vous avez besoin de comprendre et de voir quels sont les axes d'amélioration possibles, vous pourrez utiliser ce module. Cas concret, par exemple, on pourrait imaginer via une interprétation, enfin, on pourrait imaginer, oui, qu'un trop grand nombre de restaurations sur un même état peut vouloir dire que, en fait, cet état devrait rester plus longtemps accessible avant d'être archivé. Voilà, ce genre de report peut vous permettre de voir ce genre d'informations. Anomalie au niveau des restaurations, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien par exemple un état qui est trop souvent imprimé, on pourrait éventuellement prendre des décisions et ne limiter l'accès à cet état que via un browser et bloquer les impressions sur cet état. Donc voilà, donc pour ça, on va fournir un outil de conversion qui va traiter les records SMF d'EOS et qui va les transformer dans un format JSON. JSON, c'est le JavaScript Object Notation, pour intégrer ça dans des outils BI, pour que les outils BI et d'informatique décisionnelle puissent récupérer ces informations, les collecter, les stocker, les traiter, les restituer sous forme d'histogrammes, de camembert, etc. Comme un outil qui s'appelle ClickView, par exemple, capable de faire ça. Il faut juste convertir les records SMF en format JSON. Donc c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Alors, concernant l'EOS Access, donc en fait on a, Sylvain en a un peu parlé, on a décidé d'améliorer l'efficacité
vis-à-vis de la visualisation et la mise à disponibilité de nos états en fournissant des accès via les différents browsers. On a développé en HTML5. On est capable aujourd'hui de fournir cette visualisation sur des outils, des tablettes, des téléphones mobiles. Et puis, on a également fourni la possibilité d'utiliser, enfin, en tout cas de consulter les états via Outlook. Donc, on fournit un add-in Outlook qui permet directement, dans une interface familière, de visualiser les états. Alors, c'était développé en utilisant l'architecture, hein, c'était développé en utilisant le framework Angular 2, qui est supporté par Google, et qui supporte les dernières versions de browser, hein, qui supporte aussi le resizing, ce qui est très pratique aussi, notamment avec les tablettes. Et comme je disais tout à l'heure, on met à disposition des web services qui vont communiquer avec les nouveaux clients et qui vont permettre de s'intégrer dans les portails des entreprises. Donc voilà ce qu'on peut dire. EOS Access en résumé, un add-in Outlook, des nouveaux accès via des terminaux mobiles, compatibles sur les derniers browsers, et voilà. Donc c'est ce dont je vais vous faire la démonstration, je pense, juste après. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un overview de la solution EOS Access, qui est le nouveau Thin Client, pour ceux qui connaissaient le Thin Client, développé en HTML5. Alors je vais swapper sur mon navigateur. Donc j'espère que vous voyez bien tous le navigateur. Alors ça c'est l'écran d'accueil de EOS Access, hein. On retrouve la zone user, mot de passe et l'environnement sur lequel on veut se connecter, hein. Vous avez un menu déroulant et vous vous connectez au serveur que vous voulez. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Sur la partie gauche, on retrouve la liste des différents environnements qui sont définis dans notre serveur. Bon, ici il y en a 3. On retrouve ici la liste des états disponibles pour l'utilisateur. Ici, dans la barre de navigation supérieure, eh bien, on retrouve la liste des différents environnements que l'on a sur la partie gauche. D'ailleurs, je vais la fermer afin de pouvoir maximiser la liste d'états. Vous avez ici également un menu qui vous permet d'avoir les différents types de vues disponibles pour visualiser vos états, les états publics, les états du partenaire, la liste globale des utilisateurs, etc. etc. Alors, vous allez pouvoir trier, si vous le souhaitez, les états par ordre alphabétique, ascendant, descendant. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, pour pouvoir aller sélectionner directement les états qui vous intéressent, positionner des filtres sur certaines colonnes. Notamment, vous pourriez décider d'appliquer un filtre qui ne ressortirait que les états qui ont été créés, par exemple, du 1er septembre au 30 septembre. Et puis également, si vous souhaitez encore filtrer un peu plus finement, n'afficher que, je sais pas, que les états qui commenceraient par la lettre M. D'accord ? Donc on peut travailler ici sur ces filtres, je dirais ces filtres temporaires, mais on pourrait également décider de positionner des filtres permanents. Alors ici vous avez, j'en ai pas parlé, vous avez toute une liste d'icônes ici qui permettent de faire un certain nombre de choses. Ici notamment qui permettent de gérer les filtres, qui permettent de se positionner sur un état en fonction d'une chaîne de caractères, de rafraîchir l'écran, d'exporter l'état sélectionné, c'est-à-dire pouvoir l'enregistrer sur votre desktop, afficher une note sur l'état, pouvoir restaurer un état archivé, pouvoir en imprimer un, le supprimer. Et puis ici, on a un icône de paramètres. Alors, je vais vous montrer ça. Ça vous permet de customiser l'affichage dynamiquement, c'est-à-dire de déplacer une colonne et puis d'en changer sa largeur, ou bien directement de ne pas l'afficher si vous ne souhaitez pas la voir.
et de sauvegarder la config évidemment. Donc je vous parlais tout à l'heure de filtres, de quick filter en fait. On peut aussi créer des filtres qui sont des filtres permanents. Par exemple, filtre, je vais mettre n'importe quoi, hein, filtre M, on déciderait de ne voir que les états qui commencent par un M. Alors je ne sais pas si j'en ai. Description, on va mettre plutôt sur le nom. Et vous pouvez sauvegarder ce filtre. D'accord? Donc bon, là il n'y en a pas, mais sachez que tous les filtres qui sont sauvegardés se retrouvent ici dans le menu déroulant. Donc le filtre, vous avez un filtre avec des critères généraux, vous pouvez filtrer sur des dates, vous pouvez sélectionner sur l'étape des matières, et vous pouvez positionner beaucoup plus d'options si vous le souhaitez. D'accord? Alors, on va revenir sur notre liste d'états. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette version, c'est que vous pouvez... alors on va ouvrir un état ici qui est un état qui contient une table des matières. Je vais en prendre un autre parce que celui-là est un peu plus simple. Voilà, celui-là est un peu plus compliqué. Donc là, vous avez un état avec une table des matières. Donc vous pouvez bien évidemment sélectionner l'index que vous souhaitez récupérer et ensuite vous positionner directement sur le report que vous voulez. D'accord ? Également faire des recherches dans l'état, sur des chaînes de caractères et des choses comme ça. Alors, vous pouvez également, si vous souhaitez, ouvrir un autre état. Alors, le gros avantage de cette version par rapport au SceneClient, c'est que quand vous ouvrez un état, l'état précédemment ouvert reste, quelque part, reste en mémoire. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un état à l'autre sans avoir à ressortir et à réouvrir l'état. Et puis, chose intéressante, c'est que vous pouvez également faire du multi-view sur cette version, c'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher simultanément, en tout cas, deux états. Alors, soit l'un en dessous de l'autre, à droite de la liste, ou bien toujours à droite de la liste, l'un à côté de l'autre, ou bien alors sous la liste. Voilà, donc ça vous permet de faire des comparaisons, par exemple, d'un état à l'autre, d'une version à l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez aussi la possibilité d'agrandir la vue, hein, alors que ce soit pour un état ou pour deux. Hein, voilà, donc on peut faire ce genre de choses et on peut revenir à la liste. Alors, on va. J'ai parlé de. Alors, on va afficher celui-là. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire également sur cette version, c'est que vous avez toute la partie admin qui est intégrée directement dans le menu. C'est-à-dire que avec le SceneClient, vous aviez besoin de vous connecter à un URL spécifique en tapant un mot de passe pour pouvoir vous connecter à l'admin. Aujourd'hui, c'est intégré directement dans la page. Et ce panneau de contrôle que l'on voit ici n'est accessible évidemment que selon certains niveaux d'autorisation. Donc quand vous rentrez dans ce panneau de contrôle, ça vous donne accès à un certain nombre d'informations et de settings pour l'admin du client, notamment la liste des différents serveurs que vous pouvez positionner, les paramètres de l'application, le format de date, voilà, ces choses-là, tout ça, ça se gère au niveau du panneau de contrôle pour les users qui sont autorisés à le faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors c'est pas une démonstration, hein, c'est un overview. Hein. Bien évidemment, je peux venir vous présenter ça en détail si vous le souhaitez. Mais voilà en gros le design et le côté un peu responsive de cette nouvelle application. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à en faire part. Et puis, voilà, je vais repasser la main à Sylvain. Alors, je vais partager. Voilà. Google Chrome. Oui, bonjour David. Alors, Pauline a-t-elle reçu les questions? C'est bon, vous voyez l'écran? Je te laisse finir la présentation, Sylvain, et on Oui, pourra poser les questions à la fin. D'accord. Ok.
Alors, en synthèse de conclusion de notre présentation, pour la sécurité et la disponibilité, on voit que OS 360 améliore la performance avec la modification des index, améliore la continuité avec le spool expand automatique. En matière d'agilité, on a vu avec OS 360 que les technologies multicanales qui sont mises en œuvre avec la nouvelle interface peuvent permettre d'être complètement multicanal, disponible pour les web services, pour les mobiles, les tablettes. On voit que pour améliorer votre budget grâce au système de reporting et de monitoring et de dashboard, on va pouvoir voir qui fait quoi dans le système et pouvoir aussi affecter des budgets, affecter des dépenses aux personnes qui utilisent le système et aussi réduire les dépenses, comme l'a dit David, par exemple, en se rendant compte qu'un document est toujours imprimé par des centaines de personnes et pouvoir, par exemple, interdire de l'imprimer à quelques personnes, autoriser partiellement une impression, ce genre de choses. Et puis, la fiabilité du système, ça fait une quarantaine d'années, 40 ans qu'RSD existe. Il faut savoir que OS 360 est complètement construit sur OS 2.1 et donc reprend toute la fiabilité que vous connaissez bien dans cette solution. Et nous passons aux questions que Pauline a bien voulu. Alors, la première question, ce serait en détail comment passons de la version 2.1 à cette nouvelle version. Donc, iOS 360. David? Ça, c'est une question pour moi. Alors, techniquement parlant, si vous souhaitez passer des OS 2.1 à OS 360, c'est pas très compliqué en fait. Vous faites à peu près la même chose que ce que vous aviez pu faire quand vous étiez passé de iOS 2.0 à iOS 2.1. C'est-à-dire il y a un certain nombre de tâches qui sont nécessaires. Il faut arrêter les tâches, éventuellement faire des sauvegardes, installer la nouvelle version, faire un unload, reload du fichier profile par exemple, unload, reload de l'AMI. Si vous souhaitez passer sur le nouveau format d'AMI, vous avez un unload, reload à faire. Globalement, en résumé, c'est à peu près, sauf pour l'AMI, qui est optionnel, les mêmes opérations que de passer des OS 2.0 à 2.1. Donc c'est absolument pas compliqué et pas coûteux. Voilà. Je résumerai la réponse à ça. C'est la même chose. Voilà. C'est pas du tout effrayant. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a une date de fin de support annoncée pour 2.0 2.1, pardon. Ouais, voilà, 2.0, ça fait un moment qu'elle est plus supportée, c'était février 2014. On a encore des clients qui tournent en 2.0, mais c'est rare. Mais non, la 2.1, je dirais que on continue à supporter pendant 18 mois la version actuelle à partir de la sortie de la nouvelle version. Donc aujourd'hui, ça nous positionne à peu près au printemps, enfin avril 2018, quelque chose comme ça. Pauline? Est-ce que ThinClient reste compatible avec iOS 360? Oui, absolument. D'accord. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai, voilà. Est compatible avec OS 2.1. D'accord. Donc oui, ThinClient fonctionne toujours avec OS 360. Par contre, pendant une durée limitée, c'est-à-dire qu'avec la prochaine version de OS 360 dans quelques années, le ThinClient actuel ne sera plus compatible. Il faudra passer à OS Access dans quelques années. On peut dire que le ThinClient n'évoluera plus de toute façon. Ok, et la dernière question que j'ai, c'est iOS 360 fait-il baisser la consommation de MIPS? Alors, en effet, donc OS 360 fait baisser la consommation de MIPS, puisque le writer qui est nouveau et plus performant et fonctionne pas de la même façon, comme l'a expliqué David, consomme un peu moins, et l'archivage en fichier KSDF fait que l'on consomme moins. Mais là, la meilleure façon d'économiser du MIPS, c'est aussi d'utiliser le bridge en passant une partie
des traitements sur Unix, où là on arrive à des progressions très significatives de consommation de MIPS. Alors, il y avait une autre question sur... Une autre question... Donc moi c'est tout, je n'ai pas eu d'autres questions. Je vais attendre un petit peu. Si vous pouvez les poser dans la fenêtre de chat ou dans la partie Q&A. Sinon, voilà, on peut. Alors je On vois peut une finir autre ce question webinaire. qui est apparue là, Pauline, peut-être que tu ne l'as pas eue. Pardon. Est-ce que OS Access est facilement installable par quelqu'un n'ayant pas de compétences Windows, Tomcat, Java? Est-ce que peut-être David, tu peux répondre à cette question? En fait, EOS Access s'installe de la même manière que se faisait le Thin Client, c'est-à-dire que sur un serveur d'application, vous allez déposer votre WAR et vos web services, et le déploiement se fait de manière automatique. L'accès à l'outil se fait via une URL. Hein. Le principe reste exactement le même. On n'a pas besoin de grandes compétences open pour installer ce genre de solution. Hein. Il suffit juste de savoir où poser l'exécutable, le WAR, et puis voilà, le déploiement se fait automatiquement. Il y a un petit peu d'administration au niveau de l'admin du serveur d'application, mais enfin c'est pas très compliqué. Et la dernière question, est-ce que iOS 360 utilise de Zip? Pas aujourd'hui. Est-ce que c'est prévu ou non? On en discute. On en discute en interne, on regarde, on se renseigne. C'est pas un sujet totalement inconnu pour nous. Et bon, pour l'instant, en tout cas, dans cette version-là, ça ne sera pas disponible. Bon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Pauline, tu as recueilli d'autres questions? Parce que Non, personnes j'ai rien sont de envoyées à Non. différents interlocuteurs. Donc, alors bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de clore la session. Et puis donc nous allons envoyer la présentation et l'enregistrement aux participants. Donc n'hésitez pas à revenir vers Sylvain et David si vous avez besoin de plus de détails. Donc merci à tous. Bon après-midi. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.